septembre 2025. Et là, un vrai coup de tonnerre au Soudan du Sud. Ah oui, tout à fait. Riek Machar, le premier vice-président, Oui. il est inculpé. Et pas pour n'importe quoi, hein. Meurtre, trahison, crime contre l'humanité. La liste est longue. Très longue, oui. Une accumulation de charges extrêmement grave. C'est énorme. Surtout qu'il était déjà en résidence surveillée depuis mars, c'est ça? Exactement, depuis mars 2025. Donc la tension montait déjà depuis plusieurs mois. Clairement. Et ça, pour le plus jeune pays du monde. Déjà tellement marqué par les conflits, C'est un tournant majeur, quoi. absolument. C'est une crise qui soulève énormément de questions et dont les racines en fait plongent très profondément dans l'histoire du pays, une histoire très tourmentée. Oui, On parle d'une figure centrale, Riek Machar, qui a été à la fois acteur de paix et puis aussi acteur de guerre. C'est ça qui est complexe. c'est ça. Comprendre son parcours, c'est vraiment essentiel pour décrypter ce qui se joue aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on va essayer de faire. On a avec nous une analyse assez récente de la situation et puis une biographie détaillée de Riek Machar. Oui, L'idée, c'est de comprendre les ressorts de cette nouvelle crise, la trajectoire de cet homme politique qui est incontournable mais aussi très controversé. très controversé, oui. Et surtout, pourquoi cet événement risque de déstabiliser encore plus le Soudan du Sud. Alors commençons peut-être par les faits, l'inculpation elle-même. D'accord. Alors les charges ont été annoncées officiellement le 11 septembre 2025. Mhm. Donc on a dit meurtre, trahison, crime contre l'humanité. Mais il y a aussi terrorisme, complot, destruction de biens publics, C'est fort. C'est vraiment un acte d'accusation massif. extrêmement lourd, oui. Et ça vise directement l'un des piliers du fragile accord de paix. Et tout ça, c'est lié à une attaque bien précise qui a eu lieu en mars 2025. C'est ça. Alors, les sources qu'on a divergent un petit peu sur le lieu exact. Oui, j'ai vu ça. L'une parle de près de Juba, la capitale, Hein? et l'autre de Nassir, dans l'état du Haut-Nil. D'accord. Mais sur le fond, elles semblent converger. Oui, elles s'accordent sur l'essentiel. Une attaque très sanglante menée par une milice. La biographie mentionne l'armée blanche Nouer, Mhm. qui est réputée proche de Machar, et cette attaque visait des forces loyales au président Salva Kiir. Avec un bilan terrible. Effroyable, oui, dans les deux cas. Plus de 250 soldats tués. 250. Oui, y compris un général. Des civils terrorisés. Et une des sources mentionne même un hélicoptère de l'ONU qui aurait été abattu. Incroyable. Et l'analyse ajoute quelque chose d'important, hein. Des massacres qui ciblaient spécifiquement l'ethnie Dinka. L'ethnie du président Kiir. Exactement. Et les accusations, elles suggèrent que Machar aurait coordonné tout ça via les structures de son mouvement, le SPLM-IO. Et ça ne s'arrête pas. Lui, son camp est touché aussi. Oui, d'autres figures sont visées. Les chiffres varient un peu, c'est vrai. L'analyse parle de 20 membres du SPLMIO. Tandis que la bio mentionne 7 autres officiels inculpés, dont le ministre du Pétrole, Piut Kong-chol, et parle de 21 autres personnes impliquées au total. Bon, qu'importe le chiffre exact, le message politique est clair. Très clair. Et c'est bien le camp Machar qui est dans le viseur du pouvoir. Et la réaction de Kiir, elle a été Immédiate. immédiate et sans équivoque. Suspension de Machar de son poste de premier vice-président. Ce qui, en fait, dissout le gouvernement d'union nationale. De facto, oui. Ce gouvernement qui était censé incarner la réconciliation, c'est un coup dur pour l'accord de paix. Et pour montrer qu'il ne plaisantait pas, des tanks autour de la résidence de Machar. À Djoba, oui. La tension est montée d'un cran, très vite. Palpable. Évidemment, les interprétations, elles divergent. Radicalement. Ben oui. D'un côté, le gouvernement. Le ministre de la Justice, Joseph Jang Akech, parle d'une action légitime pour restaurer l'ordre constitutionnel. Le discours classique. Personne n'est au-dessus des lois. Voilà. Sur le papier, c'est imparable. Mais de l'autre côté. C'est une autre musique. Dans le camp Machar, le porte-parole, Phuoc Bof Baluang, il crie au complot politique. Il parle de tribunal kangourou. Il accuse la justice de manquer totalement d'indépendance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette lecture, elle n'est pas isolée. Non, loin de là. Beaucoup d'observateurs internationaux, d'analystes voient la même chose. Une manœuvre politique. Une manœuvre politique. Pourquoi faire, selon eux? Pour l'écarter. Essentiellement, oui. Pour écarter un rival politique majeur. Surtout avant de futures élections. Ces élections qui étaient prévues fin 2024. Puis reportées sine die. La bio évoque maintenant 2026. Donc oui, le timing interroge. D'accord. Ce qui ressort des analyses, c'est vraiment cette idée que la justice serait instrumentalisée.
une sorte de continuation de la politique par d'autres moyens. Un schéma qu'on a déjà vu, malheureusement. Oui, un schéma malheureusement classique au Soudan du Sud. Les institutions sont souvent prises en otage dans ces luttes acharnées pour le pouvoir, pour les ressources. Ça nous amène forcément à Riek Machar lui-même. Pour comprendre, il faut comprendre l'homme. Qui est-il, au juste? Alors Riek Machar, Teni Durgon, né en 1952, il est de l'ethnie Nuer. Le deuxième groupe ethnique le plus important après les Dinka de Kir. Exactement. Et cette appartenance ethnique, elle est absolument centrale dans la politique sud-soudanaise. On ne peut pas l'ignorer. Et son parcours est particulier, non? Il n'a pas le profil type du chef de guerre. Non, pas tout à fait. Il a un doctorat en ingénierie mécanique obtenu au Royaume-Uni. Ah oui, C'est un intellectuel, d'où son surnom, Nuer Tout Douali. Ça veut dire quelque chose comme le non-initié mais lettré. intéressant. Ça tranche, oui, avec le profil plus purement militaire de beaucoup d'autres leaders. Puis sa vie personnelle aussi est assez marquée. Ces mariages, oui. D'abord avec Emma McCune, une travailleuse humanitaire britannique, une histoire assez tragique et médiatisée. Et puis ensuite avec Angelina Teny, qui est elle-même une figure politique très importante. Elle est actuellement ministre de l'Intérieur. Un vrai couple de pouvoir, donc. Oui, absolument. La biographie insiste beaucoup sur sa complexité. Sa dualité, presque. C'est vrai. Il y a un côté, disons, positif. Il a été un acteur clé dans les processus de paix. Le CPA de 2005 qui a mené à l'indépendance. Oui. Et puis l'accord revitalisé de 2018, le RARCSS, dont il est un signataire majeur, cet accord qui est aujourd'hui menacé. C'est ça. Il dirige le SPLMIO, le principal mouvement d'opposition. Il est vu par beaucoup, surtout chez les Nuer, comme une voix pour les marginalisés. Et puis il faut reconnaître sa résilience politique. Il a traversé beaucoup de crises. Mais il y a l'autre face, beaucoup plus sombre. Oui, une face très sombre. Son nom reste indissociablement lié au terrible massacre de Bor en 1991. Contre les Dinka, Des milliers de civils Dinka tués par des forces sous son commandement ou alliés à lui. Cet événement a durablement empoisonné les relations Nuer-Dinka. C'est une cicatrice profonde. et on lui reproche aussi son instabilité politique. Oui, son inconstance. Ses changements d'alliance fréquents, beaucoup y voient de l'opportunisme. Son rôle dans le déclenchement de la guerre civile de 2013 est aussi pointé du doigt, bien sûr. Et la méfiance à son égard, elle reste très forte chez une partie de la population et de la classe politique. Pour comprendre comment on en est arrivé là, cette rivalité Kir-Machar, ces divisions ethniques, il faut peut-être regarder l'histoire récente. L'indépendance, 2011. C'était un moment d'espoir immense, non? Un espoir incroyable, oui. Après des décennies de lutte contre Khartoum, une euphorie même. Mais ça n'a pas duré longtemps. Très vite, l'espoir s'est terni. Les lignes de fracture qui existaient déjà au sein du mouvement de libération, le SPLM, Elles n'ont pas disparu. non, elles ont refait surface. La rivalité entre Salva Kiir, le président d'Inca, et Riek Machar, son vice-président Nuer, s'est vite exacerbée. C'était des ambitions personnelles, des tensions politiques. Ethnique, un mélange de tout ça, probablement. Des ambitions personnelles, oui, mais qui cristallisaient aussi des tensions politiques et surtout ethniques latentes, entre Dinka et Nuer. Et ça a explosé en 2013. Exactement. Ce qui a commencé comme une lutte de pouvoir au sein du parti dirigeant, Ou a dégénéré très vite. en affrontement armé à Juba. Puis ça s'est propagé dans tout le pays. Et ça s'est transformé en une guerre civile absolument dévastatrice. Une guerre qui a duré combien de temps? 5 ans? Presque 5 ans, oui, jusqu'en 2018, avec des conséquences humaines catastrophiques. Des chiffres? On parle de centaines de milliers de morts, peut-être 400 000, et des millions de déplacés, à l'intérieur du pays ou réfugiés dans les pays voisins. Et le conflit a pris une tournure ethnique très marquée. Brutal, oui, avec des massacres, des atrocités commises par toutes les parties. C'était terrible. C'est dans ce contexte qu'est arrivé l'accord de 2018, le ARCSS, sous pression internationale, j'imagine. Énorme pression, oui. De l'Union africaine, de l'ONU, de l'IGAD, l'organisation régionale. L'objectif, c'était quoi? Arrêter les combats? Former un gouvernement d'union? Les deux. Mettre fin au combat et former un nouveau gouvernement d'union nationale qui inclurait les différentes factions, avec le retour de Machar au poste clé de premier vice-président. Et ça a marché? Ça a apporté une trêve? Ça a permis une trêve relative, oui. Mais la mise en œuvre de l'accord a été très très lente. Laborieuse. Déblocage. Énormément de retard, sur des points cruciaux,
comme l'unification des forces armées rivales. Ça a vraiment coincé. Hmm. Et puis le report des élections qui était prévu fin 2024, ça a ravivé tous les soupçons, toutes les tensions. Ça a créé ce climat de méfiance qui a rendu la crise actuelle presque inévitable. Pour vraiment saisir la profondeur de ces divisions, il faut peut-être remonter encore plus loin, avant même l'indépendance. Machar rejoint le SPLMA de John Garang dans les années 80. Oui, en 1984, il devient assez vite un commandant influent, mais très tôt, des divergences apparaissent avec Garang, le leader historique. Des divergences idéologiques. C'est comme ça qu'elles sont présentées, oui. Machar aurait été, disons, plus tôt et plus fermement pour l'indépendance totale du Sud. Alors que Garang, au début, voulait un Soudan uni, réformé. Initialement, oui, la vision du nouveau Soudan, mais bon, derrière l'idéologie, il y avait sans doute aussi des luttes d'influence, des rivalités personnelles et déjà des tensions ethniques. Et ça culmine en 91. Un moment clé, le schisme. Oui, la scission au sein du SPLA. Machar, avec d'autres commandants comme Lamakol, fait sécession. Ils fondent le SPLA Nazir et ils annoncent vouloir renverser Garang. Un tournant majeur. Décisif et tragique, parce que c'est juste après cette scission, en novembre 91, qu'a lieu le massacre de Bor. On y revient. Oui, les forces Nuer, alliées à la faction de Machar, attaquent la région de Bor, qui est majoritairement Dinka, l'ethnie de Garang. Le bilan. Terrible, au moins 2000 civils tués selon les estimations. C'est un événement qui marque vraiment une escalade dans la violence interethnique, au cœur même de la lutte de libération. Ça a creusé un fossé de haine, de méfiance. Qui n'est toujours pas comblé aujourd'hui. Absolument pas. Et cette méfiance de 91, on la retrouve puissance 10 des décennies plus tard. Après ce schisme, le parcours de Machar devient encore plus sinueux, non? Il dirige différentes factions. Oui, SPLA United, SSIMA, les noms changent. Et il fait des alliances Surprenantes. pour le moins controversées, oui. À certains moments, il reçoit un soutien logistique militaire de Khartoum. Du régime soudanais, celui contre qui le Sud se battait. Exactement. L'ennemi commun, en quelque sorte. L'objectif de Khartoum, c'était d'affaiblir le SPLA de Garang. Et Machar accepte ce soutien. Oui. Il signe même un accord de paix séparé avec Khartoum en 1997. Il occupe brièvement un poste officiel sous Omar el-Béchir. Ça lui sera beaucoup reproché après. Il y a aussi des conflits internes avec d'autres chefs sudistes. Oui, notamment autour du contrôle des zones pétrolières. Déjà, le pétrole était un enjeu crucial. Finalement, il quitte le gouvernement de Khartoum. En 2000, oui. Et puis, nouveau coup de théâtre. Spectaculaire, oui. Janvier 2002, premier contact entre Kiir et Machar, réconciliation avec John Garang et le SPLM. Il revient. Il revient, oui. Ses forces réintègrent le mouvement principal, un retournement qui lui permet de se replacer au cœur du jeu politique. Juste à temps pour les négociations finales. Qui mène à l'accord de paix global, le CPA, en 2005. Exactement. Et grâce à cet accord, qui instaure une période d'autonomie pour le Sud avant le référendum, Machar devient vice-président du gouvernement autonome du Sud-Soudan. un retour au premier plan assez remarquable. Ça montre déjà sa capacité de résilience politique, quoi. Donc après l'indépendance en 2011, logiquement, il devient premier vice-président de la Nouvelle République, aux côtés de Kiir. C'est ça. Mais la lune de miel, si tant est qu'il y en ait jamais eu une, Elle est courte, très courte. Les vieilles rivalités, les luttes de pouvoir au sein de l'ex-parti rebelle, le SPLM, et puis les tensions ethniques. Tout ça refait surface très vite. Et en 2013, ça s'envenime, Machar veut briguer la présidence du parti. Il défie ouvertement Kiir, oui. Et la réponse de Kiir est brutale. Limogeage. Juillet 2013. Il limoge Machar et tout le gouvernement. C'est l'escalade. Et quelques mois plus tard, décembre 2013, Les combats éclatent à Juba. Entre des unités de l'armée présidentielle, surtout Dinka, et des soldats Nuer, fidèles à Machar. Kiir parle de tentative de coup d'État. Oui, Machar nie, il s'enfuit de la capitale, il accuse Kiir d'avoir orchestré des purges ethniques contre les Nuer. C'est le début de la guerre civile. Et là, Machar prend la tête de la rébellion, le SPLM-IO. Oui, en opposition. Ça devient le principal mouvement politico-militaire d'opposition. Et la guerre qui suit est d'une violence inouïe. Avec des crimes de guerre des deux côtés. Absolument. Des massacres ethniques. L'ONU, les ONG ont documenté des massacres de Nuer à Djouba dès le début. Mais aussi l'utilisation systématique du viol comme arme de guerre par toutes les parties.
C'est atroce. Un premier accord de paix en 2015 ? Oui, mais il s'effondre très vite. Machar revient brièvement à Djouba comme VP en avril 2016. Et ça repart. Nouveau combat dans la capitale en juillet 2016. Il doit encore fuir. Il part en exil, d'abord au Congo, puis Soudan, Afrique du Sud. Il faut attendre l'accord de 2018, le RARCS, pour une nouvelle tentative. Oui, après de longues, difficiles négociations. Cet accord prévoit son retour comme premier vice-président. Mais ça prend du temps à se concrétiser. Beaucoup de temps. Report. Atermoiement. Finalement, il prête serment en février 2020. C'est la formation du gouvernement de transition d'Union nationale revitalisée, le RTGNU. Un partenariat avec Kir. Tout à fait. Décrit par tout le monde comme extrêmement fragile, basé sur une méfiance profonde. Et cette fragilité, elle a perduré, si je comprends bien les sources. Oui, elle n'a fait que perdurer. Des points essentiels de l'accord, comme l'intégration des forces armées, ça a pris un retard considérable. La BIOF dit 60% seulement en 2025. C'est ça, un processus très lent. Et pendant ce temps, la corruption reste un fléau. Les violences intercommunautaires, les affrontements sporadiques, ça n'a jamais vraiment cessé. Dès 2024, des rapports de l'ONU parlaient de violations répétées du cessez-le-feu, impliquant parfois des milices dites loyales à Machar. Donc tous ces problèmes structurels n'ont pas disparu. Ils ont préparé le terrain pour la crise actuelle. Alors, revenons à 2025. Pourquoi cette inculpation maintenant ? Qu'est-ce qui se joue vraiment en ce moment ? L'analyse des sources pointe plusieurs facteurs qui s'entremêlent. Le premier, c'est l'impact direct sur l'accord de paix de 2018. C'est le cœur du problème. Oui, parce que cet accord, il repose fondamentalement sur un partage très délicat du pouvoir entre les Dinka de Kir et les Nuer de Machar, Et si on écarte Machar ? qui reste une figure symbolique très importante pour beaucoup de Nuer, on décapite l'un des piliers de cet accord, c'est aussi simple que ça. Le risque, c'est quoi ? Une reprise des combats ? Le risque est immense, oui, de voir ces partisans se radicaliser, de voir les milices Nuer reprendre les armes. Ça anéantirait des années d'efforts de paix. D'où les inquiétudes d'Amnesty International, par exemple. Exactement. Ils s'alarment pour la sécurité de Machar, bien sûr, mais aussi sur l'absence de garantie d'un procès équitable, transparent. Surtout dans un contexte où l'impunité règne. Voilà. Beaucoup craignent que la justice ne soit qu'un prétexte, une arme politique. Le timing aussi. C'est lié aux violences de mars 2025. Les analystes y voient quelque chose de particulier. Oui, ils soulignent que ces violences ont eu lieu dans des zones stratégiques, notamment pour le contrôle des ressources pétrolières. Le pétrole, nerf de la guerre au Soudan du Sud. Le nerf de la guerre est la quasi-totalité des revenus de l'État. Dans un pays où l'économie est à genoux, contrôler cette manne, c'est un enjeu de pouvoir absolument vital. Et ce contexte économique, il est comment, justement ? Désastreux. Inflation galopante, crise alimentaire gravissime, un tiers de la population serait en situation de famine. Un tiers, c'est énorme. C'est colossal. Et l'analyse suggère que le président Kir, dont le régime est miné par la corruption, critiqué pour son incapacité à améliorer la vie des gens, il pourrait être tenté de faire de Machar un bouc émissaire. C'est une hypothèse forte, oui. Pour détourner l'attention. Mais c'est un calcul très risqué. Et extrêmement dangereux. Focalisé sur Machar, ça détourne peut-être la colère populaire un temps, mais ça risque surtout de déclencher une nouvelle spirale de violence. Parce que le potentiel d'escalade est là ? Il est énorme, oui. Les armes circulent facilement. Les frontières avec le Soudan, l'Éthiopie sont poreuses et ces pays sont eux-mêmes instables. Donc un conflit au Soudan du Sud pourrait déstabiliser toute la région. Toute la Corne de l'Afrique. On a frôlé ce scénario en 2016. Ça peut revenir très vite. L'auteur de l'analyse porte un jugement très dur sur la situation. Très sévère, oui. Pour lui, ces poursuites, c'est la continuation d'un système où le pouvoir se gagne et se garde par la force, la ruse, la manipulation ethnique. Il parle de Kir et Machar comme de vieillissants seigneurs de la guerre. Oui, incapables de dépasser leur rivalité et qui prennent en otage l'avenir du pays. Et les victimes, ce sont toujours les mêmes. Toujours les civils, condamnés au camp de déplacés, à la faim, à la peur. C'est tragique. Et l'ONU sur place, l'UNMAS, il a dit quoi ? Elle partage ses inquiétudes. Elle a alerté récemment sur une détérioration imminente de la sécurité. Elle parle de rapports, de massacres ciblés, de nouveaux déplacements massifs. La situation est clairement explosive. Face à ça, à ce risque d'implosion, comment réagit la communauté internationale ? Comme souvent, les réactions sont d'abord diplomatiques. L'ONU, l'Union africaine, l'IJAD. L'organisation régionale qui a parrainé l'accord. Voilà.
Et puis les pays voisins influents, l'Ouganda, l'Éthiopie, tout le monde multiplie les appels au calme, à la retenue, à la médiation. Mais est-ce que ça suffit, les appels au calme? Il y a des leviers plus concrets? Une issue diplomatique est encore possible? Elle l'est peut-être, mais ça exigerait une pression internationale beaucoup plus forte, plus unifiée, plus cohérente que par le passé. Des exemples de leviers? Potentiellement, oui. Les États-Unis qui sont le principal bailleur d'aide humanitaire. Ils pourraient conditionner plus strictement leur aide au respect de l'accord, à la libération de Machar pour négocier. Et l'Europe? L'Union européenne pourrait envisager des sanctions ciblées, geler certains fonds, y compris ceux contre la corruption, si la voie politique est totalement bloquée. Ce sont des pistes. L'analyse qu'on a consultée, elle parle aussi de solutions plus structurelles. Sur le long terme. Oui, pour essayer de briser ce cycle infernal de violence. Organiser des élections vraiment libres, justes, inclusives. Une réforme de la justice aussi, pour garantir son indépendance. Absolument crucial. Et surtout, peut-être une décentralisation réelle du pouvoir et des ressources, pour atténuer les tensions ethniques, donner aux communautés locales plus de contrôle. Ce sont des chantiers énormes. Immenses, oui, mais probablement nécessaires si on veut offrir une perspective de stabilité durable au Soudan du Sud. Sinon, on risque juste de répéter les mêmes crises. Donc, pour conclure, on est face à une tension extrême. La question centrale, c'est cette inculpation de Riek Machar, est-ce que c'est, malgré tous les doutes sur les motivations, une première étape vers la fin de l'impunité, vers un état de droit? Ou est-ce que ce n'est qu'une manœuvre politique? Un coup de poker très dangereux qui risque de faire voler en éclats le peu de stabilité qui restait et de replonger le pays dans l'abîme de la guerre civile. L'équilibre est incroyablement précaire. Oui. L'accord de paix de 2018, il était déjà mal en point. Là, il est vraiment au bord de la rupture totale. Et derrière tout ça, il y a le coût humain. Toujours. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Le coût humain dévastateur qu'aurait une nouvelle escalade pour une population qui est déjà exsangue. Le destin du Soudan du Sud se joue encore une fois sur le fil du rasoir. Oui, et ça nous laisse avec une interrogation fondamentale pour l'avenir. Sans une pression internationale, forte, concertée, soutenue, mais surtout sans une volonté politique réelle, nouvelle des élites sud-soudanaises elles-mêmes. Une volonté qui irait au-delà de ce duel sans fin entre Kiir et Machar. Exactement. Une volonté de s'attaquer enfin aux réformes structurelles, de construire des institutions inclusives, un vrai état de droit. Est-ce que sans ça, le pays est condamné à rester prisonnier de ses démons ? Est-ce que le rêve de l'indépendance va se noyer définitivement dans le sang et la division, confirmant les pires craintes d'un État failli? Ou bien est-ce que la figure même de Riek Machar, avec ce parcours si complexe, si controversé, oscillant sans cesse entre pacificateur et diviseur, est-ce qu'il n'incarne pas finalement l'immense difficulté pour cette jeune nation à surmonter les traumatismes de son histoire et à construire enfin un avenir commun ?